Alternatiba, c'est quoi? Alternative à Bayonne. En octobre 2013, donc au Pays Basque, à Bayonne, Alternatiba, soucieux face à l'urgence sociale et aux défis climatiques, valorise et rassemble des solutions concrètes favorables face aux défis du changement climatique. Par l'organisation dans nos lieux de vie, ici à Lyon par exemple, de villages temporaires d'alternatives sociales et écologiques, Alternatiba, grâce au rassemblement festif de tout acteur luttant contre le réchauffement climatique, propose en local à tout un chacun, individus, communes, associations, l'ensemble d'engagements spectaculaires, nobles, joyeux, volontaires, heureux, courageux, astucieux, face à cette cause, pour la justice et l'équité. Lutter contre le réchauffement climatique par la recherche de méthodes pratiques à rendre accessibles à chacun, c'est créer une société immédiatement plus solidaire et conviviale dans l'entre-soi, à Lyon par exemple, mais aussi au-delà de nos frontières. Mais pas seulement, car protéger le climat, c'est aussi ménager l'influence de notre mode de vie occidental vis-à-vis des pays du Sud. Toute solidarité pour le climat liée. Le cri d'Alternatiba est-il justice par le climat? Première alcôve à ouvrir chez Alternatiba, en fait, c'est poser la question et la problématique de la démocratie et de l'intelligence collective. Alors ça concentre des thèmes tels que l'intelligence collective, le fonctionnement horizontal, la communication non violente, construire ensemble autour du conflit, les nouveaux modes de décision et de communication, la pratique d'une politique participative, le passage du rêve à l'action. Ici, nous avons par exemple une mise en situation du public en face de responsables qui pourraient intervenir sur le climat. Alors les responsables sont joués par des artistes qui veulent pousser le public à réagir face à ces questions. Donc en fait, on travaille l'intelligence de communication d'un public qui serait opposé à des décisions et le but est de chercher une communication non violente qui puisse aboutir à des actions consensuelles favorables au climat. Alors votre association? Bonjour, donc en fait c'est le MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Donc on est une association de promotion de la non-violence comme méthode de résolution des conflits. Formidable. Comme il y a des conflits partout, au niveau des enfants, entre les adultes et les enfants, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre des communautés, etc. Ben voilà, il y a deux solutions. C'est soit on se fout sur la gueule, on élimine l'autre par la violence pour résoudre le conflit, soit on va travailler pour le vivre ensemble et on va utiliser la méthode non violente pour résoudre nos conflits, les dépasser et trouver des solutions. Bravo, mais c'est tout un programme, c'est un souhait, c'est ce que Gandhi a fait notamment. C'est tout un programme, ouais, alors du coup on travaille aussi bien sur l'éducation au niveau des enfants, sur les rapports sociaux, sur les actions non violentes, parce qu'en fait la désobéissance civile, tout ça, parce qu'en fait des fois il y a des conflits d'intérêts qui font qu'on ne va pas forcément s'entendre, donc il va falloir utiliser les rapports de force. Et puis on travaille aussi au niveau international, parce qu'en fait ce qui me plaît dans la non-violence, c'est qu'on a une continuité de pensée et d'action, aussi bien au niveau interpersonnel qu'au niveau social et au niveau international. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la logique de dire il y a un moment, pour raison d'État, en dessous on n'a pas le droit de se tuer entre nous, mais au-dessus d'un niveau, on va s'organiser pour tuer l'autre. Hein, c'est ça la raison d'État, l'armée, etc. Donc nous, qu'à la France, on est encore, en France, on est encore à peu près à l'abri de ça. Ben ouais, on est à l'abri ici à Lyon, mais par contre la France est en guerre. La France est en guerre au Mali, en Centrafrique, en Syrie, en Afghanistan. Donc il ne faut pas dire que la France n'est pas en guerre. Quand ça arrive dans le pays, on va dire ça a pu arriver dans le plus grand drame récent, c'est Rémi Fraisse, à la ZAD du Sivins. Alors c'est une autre sorte de conflit de façon violente, hein, c'est-à-dire en fait quand vous faites des actions, l'État s'autorise à utiliser la violence. D'ailleurs c'est un peu la force régalienne de l'État, mais ça c'est scandaleux, c'est qu'en fait on s'autorise à répondre de façon violente à des actions non violentes. Nous, dans une démarche non violente, hein, surtout dans les conflits internationaux ou nationaux, ou les guerres civiles, en fait, trop souvent, on pense qu'il faut
faire une amnistie. Et une amnistie, ça ne permet pas du tout la réconciliation. Une amnistie, c'est faire comme si il n'y avait pas eu de violence. Comme si les morts n'étaient pas morts, comme si les personnes violées n'avaient pas été violées. Mais si, il y a des personnes qui ont été violées, il y a eu des disparus, il y a des enfants qui ont été tués, il y a des maris qui ont été assassinés. Et tant qu'on n'a pas reconnu ça, les familles ne peuvent pas faire le deuil. Et si vous ne pouvez pas faire le deuil, vous ne pouvez pas pardonner aux agresseurs. Des blessés, des handicapés. Et en plus, il y a des handicapés. Et du coup, voilà, dans une démarche non violente, ce qu'on appelle l'intervention civile de paix, il va falloir reconstruire le vivre ensemble en partant de la justice, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a eu violation des droits humains. La justice en tant qu'objectif fort. En tant que respect des droits, des droits de l'homme, c'est-à-dire, et du droit à critiquer, à avoir des avis divergents et à vivre ensemble. C'est-à-dire le tu ne tueras point, ça s'applique aussi aux militaires. T'imagines, hein, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille en Espagne ou au Maroc pour aller chercher des mandarines. Bah, ça me va pas là, tu vois. Donc je me suis arrêté ici chez Alternatiba, tu vois. Ils parlent d'agriculture, d'alimentation et de santé. Et puis donc ils parlent d'agriculture paysanne durable, de produits de terroir, de permaculture même, et puis de circuits courts. Ils en parlent pas mal. Ça permet d'aller moins loin. D'AMAP notamment, les associations de maintien d'agriculture paysanne. Et puis donc voilà, de lutte contre la marchandisation du vivant, contre le brevetage du vivant. Et puis aussi même de faire des aliments nos premiers médicaments. Donc on va essayer de choisir quelqu'un qui nous parle un petit peu de ce qu'ils font, peut-être parler des circuits courts. Alors moi je suis Amandine Fournier et je travaille au Jardin d'Avenir à Saint-Martin-en-Haut. Je suis accompagnatrice socio-professionnelle. Donc moi c'est Sarah du Jardin de Valériane à Rive-de-Gier et je suis animatrice de réseau adhérent. Je suis Marc Perel et je suis président de l'association Les Potagers du Garon à Grigny. Et Henri Protière, président de l'association Jardin d'Avenir à Saint-Martin-en-Haut. D'abord j'en ai marre de partir chercher mes tomates en Espagne, puis ensuite quand je suis passé là-bas, là, ils m'ont parlé d'éco-orgasme, ils m'ont dit que si je bouffais trop de pesticides, c'était pas bon pour... Alors je sais pas, vous avez peut-être des solutions en circuit local et en bouffe bio, dans le genre quoi. Des trucs qui nous fassent un peu moins mal à la santé. L'éco-orgasme c'est tellement important, il faut tellement faire attention à son alimentation pour ça. Voilà. Donc il y a un créneau à avoir là. Hein. Oui. Alors vous proposez quoi? Vous êtes les jardins de Cocagne. Alors Cocagne c'est quelque chose, ça veut dire que vraiment on va avoir la meilleure bouffe et puis c'est quelque chose de bien. Alors vous avez peut-être plein de choses à nous dire là-dessus. Ben déjà, en quoi c'est bon pour l'éco-orgasme? Ben d'abord on est bio. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc déjà pour commencer ça plante le décor quoi. Hein, d'accord. Et puis en plus non seulement on fait du bio, mais on le fait avec des gens qui sont en difficulté. Le Pôle emploi ou la mission locale ou le département ou le PLI nous envoie des gens qui ont besoin de se remettre dans le monde du travail parce qu'ils l'ont quitté temporairement ou pour des raisons ou accidentellement. Tout peut arriver et à la limite on s'en fout de ce qu'ils ont fait avant. Hein. Mais il faut les remettre le pied à l'étrier, donc c'est la première chose, c'est se lever le matin, arriver à l'heure, obéir une consigne, travailler en équipe et avoir un projet personnel de se augmenter sortir, sa confiance en soi. Voilà, travailler dans le respect et à la fin être fier de ce qu'on a produit. Et ça c'est important. Nous, on l'a vu rendre la fierté aux gens. Rendre la fierté aux gens. Donc voilà, nous on pense que c'est un bon investissement, un investissement social. Voilà, donc Alternatiba pour nous c'était évident. Vous travaillez toutes deux dans des jardins de Cocagne. Oui, tout à fait. Et quel est votre rôle? Alors moi mon rôle c'est de l'accompagnement des salariés en insertion. Donc je participe au recrutement. Ensuite, je les accompagne sur leur prise de poste, comment ça se passe, pour que
qu'est-ce qu'ils font sur le plan du maraîchage, ils vont planter, comment ça se passe. Bon, j'essaie de faire en sorte que ça se passe. Puis vous suivez leur projet d'insertion, vous essayez de l'établir, de le concevoir avec eux, de les suivre. Ceux qui sont motivés, qui ont envie, on travaille un projet d'insertion, donc à travers des stages, à travers des formations, à travers des périodes d'immersion dans les entreprises du secteur. D'accord, en partenariat avec le Pôle emploi certainement. Oui, en partenariat avec le Pôle emploi, mais quand ils sont prêts à aller en entreprise, on gère directement avec les entreprises. Ils vont faire des stages, rencontrer les directions et voilà. Et pour ceux avec qui ça se passe bien, ils restent dans l'entreprise. Ça arrive fréquemment que du coup il y ait des salariés qui partent faire des stages en entreprise et qui y restent parce que ça s'est bien passé. Très bien, très bien. Et vous-même? Alors moi je suis animatrice du réseau d'adhérents, qui est un poste plutôt récent dans le réseau Cocagne. Donc en fait on est là pour chouchouter les adhérents, mais aussi pour essayer engager des personnes à l'adhésion et à porter le projet aussi du réseau Cocagne, par le biais l'adhésion, par le biais des paniers que l'on distribue notamment. Nous on a une rustine quoi. Oui. Ça permet au vélo de continuer à rouler un peu. Voilà. Nous on permet de changer le pansement, mais par contre il faudrait penser le changement. Oh là là. Oh là là. Voilà, je suis pas sûr que ça vienne de sortir à l'instant. Circuit court de l'économie sociale et solidaire. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu parce qu'on a envie de comprendre. Ok, du coup le collectif Raccourci représente plusieurs structures qui font des paniers. Du coup le principe c'est de faire connaître les paysans qui sont autour de Lyon. Nous on est consommateurs à Lyon, voilà, on a envie de chercher un panier de produits locaux, en biologique ou pas, le principe c'est surtout produits locaux. Et du coup on a la petite plaquette Raccourci, c'est l'annuaire, en fait on s'est regroupés parce que on n'est pas concurrents, on fait la même chose, du coup on tente de travailler ensemble. Du coup la petite plaquette Raccourci avec toutes les adresses, on regarde où est-ce qu'on habite, ok, il y a une structure qui livre des paniers à côté de chez moi, cool. Et on va la voir. C'est presque une appli de smartphone que vous faites ou quoi? Ah non, pas du tout. En tout cas c'est on est encore sur le contact direct. Ouais, on n'est pas à ce moment-là. Au contraire, du coup, là l'objectif c'est pas forcément de faire signer des adhésions, etc. C'est plus d'expliquer ce que c'est le principe. D'orienter les gens et d'expliquer. Ouais, voilà, et surtout de dire aux gens, venez nous voir, il y a des lieux de distribution de paniers, c'est des lieux qui nous accueillent gratuitement dans Lyon. Vous dispensez l'information, vous la distribuez, c'est ça? Exactement. Vous dites aux gens ça existe et c'est possible. Ouais, c'est des bons produits. Bravo, c'est le début. Et on met en lien en fait les agriculteurs locaux avec les gens qui sont potentiellement intéressés en ville. Et parfois même jusqu'à créer des AMAP si elles n'existent pas au lieu dit. Il y a forcément. Ouais, des fois on a des contacts comme ça, certains lieux dans Lyon qui nous contactent, qui veulent ouvrir aussi un point de distribution. Et là en ce moment il y en a vraiment fixe, mais on est toujours en demande aussi. Vous êtes surtout donc une antenne d'information et d'orientation des gens. Ouais. Et puis de dire ça existe. Quoi. Voilà. Surtout venez nous voir et venez plutôt que. En fait le système des paniers c'est assez particulier, c'est un abonnement, un engagement sur du long terme. L'objectif, ça peut être une contrainte au début, mais en fait c'est surtout un avantage pour les paysans. Parce que du coup ils vont savoir que pendant une période au moins de 6 mois, leur production, ils vont pouvoir la calculer, ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leurs produits. C'est vraiment une stabilité financière pour les paysans. Et pour le consommateur aussi, on réapprend un petit peu l'alimentation, on suit les saisons. On se rend compte que dans le panier, l'hiver, il n'y a pas de tomates. L'été, on peut retrouver tous les bons fruits, on réapprend un peu à cuisiner. Vous voyez, là, vous êtes au stand du label Lyon Ville Équitable et Durable. Et tout autour de nous, vous avez des acteurs qui sont labellisés Lyon Ville Équitable et Durable. Et sur l'alimentation durable, on a des acteurs du territoire lyonnais qui ont travaillé sur un programme financé par l'Europe dans le cadre d'Urbact qui a permis de les faire travailler et coopérer sur tous les enjeux de la gouvernance alimentaire. Et d'ailleurs, nous avons capitalisé et sorti un guide qui est un guide de bonnes pratiques. Alors vous avez l'épicerie équitable qui a travaillé sur le programme Urbact. Vous avez d'autres acteurs, vous les verrez, qui sont à la fois labellisés ou pas labellisés. Épicerie sociale et solidaire, la passerelle de Drobec, l'Ardab qui est ici. Et donc l'enjeu de la ville de Lyon,
c'est de pouvoir aborder ces questions, mettre en place une gouvernance alimentaire et surtout de permettre à toutes les Lyonnaises et les Lyonnais pouvoir avoir une alimentation saine et donc de développer les circuits courts et le bio sur le territoire lyonnais, à la fois dans les quartiers en politique de la ville, mais sur des territoires où les gens sont initiés. Et d'ailleurs, c'est en complète articulation avec le développement de nos jardins partagés, puisque j'ai en charge aussi le développement des jardins partagés. Et nous avons comme objectif de développer avec le Pas Jardin des jardins partagés nourriciers. Donc l'axe 3 de la délibération cadre que j'ai pu adopter à l'unanimité au conseil municipal a comme objectif principal de la consommation responsable et notamment l'alimentation durable. Parce que la vie est gratuite, la vie est abondance. Alors si c'est pas gratuit, c'est qu'on n'est pas aligné avec. Quand on va au magasin, il nous dit pas c'est gratuit comme toi. Et parce que la société pour l'instant n'a pas compris cette réalité. Mais c'est pourquoi c'est gratuit? Pourquoi il faut tout payer? Pourquoi ils disent il faut payer? C'est quoi qui est gratuit d'abord? Pourquoi tu dis c'est gratuit? Ce qui est gratuit, t'as la gratuité de penser, la gratuité de rêver. Ça existe? Bien sûr que ça existe. T'expliques? Bah en fait, si tu veux enchanter ta réalité et enchanter ton monde, il faut tout d'abord que tu comprennes que tu es le créateur de ta réalité. Il n'y a que toi qui peux créer ta réalité. Tu es le responsable de ce qui se passe dans ta vie. Et pour cela, c'est ça qui est cool en fait. C'est qu'à partir du moment où tu es responsable de ça, tu as des idées qui viennent. Tu te dis ouais, je ferais bien ça, je rêverais bien ça dans ma vie. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Mais tant que tu l'exprimes pas avec des mots, tant que tu le sors pas de toi et que tu l'exprimes pas, ça peut pas se réaliser. Et des mots comme sur un papier. Moi ce que je te propose, c'est d'exprimer tes rêves sur un papier. Et après, il y a une autre étape, une fois que tu l'as exprimé, tu l'as vraiment défini. La chose à faire, c'est de l'accrocher sur l'arbre à rêve qui est ici. Et quand tu l'accroches ici, tu mets en place des actions pour tendre vers ton rêve. Tu sais que tu vis ton rêve quand tu es heureux. Yes, c'est ça. Moi, je t'invite à l'accrocher à l'arbre à rêve. Tu as ici les petites ficelles. Tu l'accroches de partout, tu peux même dans les épingles si tu veux. Merci monsieur le maire. Combien ça coûte? C'est gratuit. Il a dit c'est gratuit. Gratuit. Merci monsieur le maire. Merci. Gratuit. C'est gratuit. Tu recoupes pour moi, tu recoupes. Moi je recoupe pas pour toi. Pourquoi? Ah parce que je t'apprends à le faire. Et vous m'apprenez à coudre? Bah oui. On y va? Bah allez. Combien de temps pour faire ça? Ah je sais pas, demande à l'experte. Voilà, et ben on va y passer 3 heures au moins. Oh, je vais pas squatter, on va pas squatter, Denis, hein. On va pas squatter parce qu'il y a d'autres gens. Merci les dames. Non mais si vous laissez votre contact, je l'envoie par mail. Et sérieusement, vous faites quoi? Bah non, en fait l'aider, voilà, c'est ça, c'est d'aider les gens à coudre un bouton, refaire un ourlet, ce genre de choses. Et c'est aussi pour aller avec le stand qui est à côté, de se dire que si les gens trouvent quelque chose de sympa où il y a un petit trou, bah, on peut quand même le réutiliser derrière. Et vous êtes une association existante, vous avez un prospectus, c'est très intéressant. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines, mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis resté droit là devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fils de paysan et fille d'ouvrier. On quitte la zone de gratuité pour entrer en zone d'économie sociale et solidaire. Nous allons parler de relocalisation de l'économie, de découverte des monnaies locales, de commerce équitable, de sociétés coopératives ouvrières participatives, de finances responsables, que sais-je. Allons voir. Souvent, le libre-échange encourage à considérer comme un dommage collatéral la dette écologique, la dette sociale, etc. Parler d'économie solidaire et participative, c'est peut-être ça.
Le seul système d'échange local, c'est un échange de main-d'œuvre heure pour heure, c'est ça? Numéro de chaque. Ça dépend des salles. Forcément, ouais. Ça dépend peut des être salles. soit contre des services, mais ça peut être aussi, par exemple, lors des bourses, des trocs d'objets. Un livre contre 10 grains de sel. Et en fait, ce sont les gens qui évaluent eux-mêmes. 10 grains de sel? Par exemple. Ouais. Et c'est quoi le grain de sel? C'est la monnaie. Unité. C'est la unité ou monnaie fictive. Donc on a un compte, on démarre avec 1000 grains de sel. Et après, on les échange contre un service, contre un objet. Ah, et chaque service a une valeur en grains de voilà. sel. Mais en fait, et est-ce que, par exemple, les services d'un comptable valent les services d'un jardinier qui va tendre la pelouse? Justement. C'est toute la question. Des fois, c'est compté en heures. Donc là, on ne fait pas de différence entre l'heure de travail d'un comptable ou d'un jardinier ou d'un médecin ou tout ça. Ah, comment ils Et c'est pas évident à ceux qui ont bien bossé d'accepter d'être à la même unité que le mec qui prend son balai. Il y a aussi le problème de la rapidité, parce que quelqu'un qui fait le même travail plus rapidement que l'autre, en théorie il est moins payé que l'autre. Si la monnaie actuellement, l'euro, les dollars, etc., disparaîtront, il y aura autre chose qui va se mettre en place. Ce sera la fleur deviendra la monnaie, une fleur d'échange de fleurs. Je pense que nous avons besoin d'un échange matériel et symbolique pour créer un fonctionnement de... un fonctionnement c'est dur à dire, mais une valeur une action est engendrée par une contrepartie. On déplace la valeur, une nous on action passe sur par une contrepartie. Nous on déplace la valeur, on est sur l'utilité. C'est-à-dire que la valeur n'existe plus. C'est ça, c'est sur ça que je pense. Et donc là c'est possible. Mais ça exige une décolonisation des imaginaires, des repères. Moi souvent quand on parle de civilisation sans argent, la première réponse que donne la personne, c'est oui, mais comment je vais payer mes tomates? Donc tu vois, déjà, ils utilisent un terme payer. Comment tu veux payer s'il n'y a plus de monnaie? Mais ça leur vient même pas à l'esprit que c'est illogique ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont dans la logique monnaie, donc ils peuvent pas en sortir. Mais c'est une prison intellectuelle, momentanée, j'espère, mais c'est dur à décoloniser, quoi. Parce que le premier réflexe, c'est de dire, ah oui, mais s'il n'y a plus de monnaie, comment je vais payer ma tomate? Voilà. Eh bien, j'ai l'impression de participer à une monnaie durable localement, sur le but de la Croix-Rousse déjà, et puis dans l'enceinte de Lyon. En tout cas durable aujourd'hui, qui est indévaluable en principe. Qu'est-ce que vous ressentez faire pour l'économie par cette monnaie alternative? La différence entre utiliser des élèves et utiliser des euros, qu'est-ce que ça crée pour ces 750 personnes? Et c'est une économie à vous, interne, qui devient indépendante du reste de l'économie? C'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire, je dirais pas. Je dirais qu'en tout cas, on l'a déjà, je trouve que la première vertu, c'est de conscientiser les échanges et de conscientiser, même si on va, parce que souvent la question des gens qui ne comprennent pas bien disent mais en fait je vois l'annuaire des prestataires qui prennent l'élève, je vais déjà chez eux, donc qu'est-ce que ça change que je leur donne des euros des élèves? En fait ça change beaucoup de choses, parce que certes c'est déjà bien d'avoir une consommation responsable en allant chez des commerçants, des artisans, voilà, engagés sur certaines valeurs sociales, environnementales, etc. Mais d'aller voir au-delà sur qu'est-ce que devient cette monnaie qu'on donne quand on achète quelque chose, quand on prend un service ou quoi, c'est qu'au lieu que les euros soient remis en banque le soir et après selon la banque, la nébuleuse financière, on ne sait pas où ça va,
Eh bien, la vertu de la monnaie locale, c'est qu'elle circule sur le territoire de commerçants, en artisans, en je ne sais quoi, voilà. Essentiellement l'économie active locale, pas l'économie spéculative. Exactement. Que ça serve à l'économie réelle sur grâce un à cette territoire. monnaie locale, on sépare la banque privée de la banque d'investissement. En fait, la Gonette et l'élève vont être un label de cette économie locale, c'est ça? C'est vertueuse et éthique. C'est un outil. C'est un outil pour redynamiser les échanges locaux. Ok, c'est cool, c'est beaucoup de boulot, bravo. Tu vois, c'est bien. C'est une direction. Détecteur. Merci. Merci. Ouais, on arrive à mi-chemin. Hein. On est un peu fatigué là. En tout cas, on en a vu des choses. On est passé. On a parlé de démocratie, intelligence. On a parlé de transformer le conflit en paix. On est passé aussi à une réflexion sur l'alimentation durable, les circuits locaux. Donc l'accès à l'alimentation, c'est déjà un premier pas vers la paix, l'agriculture notamment. Après, nous sommes passés en zone de gratuité, difficile à croire, mais il paraît que c'est possible. On a parlé d'économie sociale et solidaire. L'économie, c'est acheter, c'est vendre, c'est acheter, c'est vendre. Mais souvent, ce qu'on achète, des fois, c'est peut-être pas la peine d'acheter quand ça se casse, parce que si on savait réparer, eh ben, on utiliserait nos machines plus longtemps, nos objets et nos biens plus longtemps. Donc là, on va entrer dans un atelier qui s'appelle Réparer, objectif, zéro déchet. Bonjour Anne-Laure, tu es la créatrice de Déchets ton eau avec tes amis, et puis en même temps tu es sur d'autres projets en ce moment, oui. Et notamment des projets où tu pars carrément dans la proposition d'objets utiles au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont tes partenariats? Quelles sont toutes ces cohérences sociales que tu crées autour de ces projets et cohérences sociales qui les rendent possibles d'ailleurs? D'accord. Et bien oui, en effet, là on a nommé le stand Déchets ton eau. J'ai réuni quelques copines autour de moi, mais on a fait dans le free, dans l'artistique, dans le créatif complet. Mais il y a des points communs avec ce que je fais d'habitude, qui est toujours créatif, qui est participatif et qui est à partir de récupération. Et les prochains ateliers qui seront plus effectivement dans l'utile, ça sera par exemple au centre social de Point du Jour à Lyon 5, on va faire des lampes en bois. Donc avec des jeunes en plus, sur tout un festival sur le recyclage, et du coup on appelle ça l'upcycling, et ça fait que c'est du réemploi, du réusage. Donc un petit axe là-dessus. Après avec Aremax, qui est une association qui nettoie sur les festivals, les événements, qui propose le tri, ils vont fabriquer des petites pochettes comme ça, pour mettre leurs sacs poubelles, leur tabac, tout ça quand ils font leurs événements, et ils le feront tout eux-mêmes. Chambre à air et bâche aussi. Donc là on voit pas bien. Chambre à air, hop. C'est Aremax qui fait ça, une association de recyclage? Moi je fais le design, je fais des petites fiches, j'emmène le matériel, je récupère par exemple les chambres à air chez le Chat Perché ou d'autres. Voilà pour l'histoire des liens d'autres associations. Et puis les bénévoles ont une formation financée par Aremax et il y a 2 ateliers où ils fabriqueront eux-mêmes la découpe et les rivets, ils feront tout eux-mêmes leurs petites pochettes. Et tu n'avais pas parlé de sacoche de vélo aussi? Si, exact. Beau projet, et puis quel projet plus actuel quoi, et alternatif? Oui, parce qu'en fait il y a plein de demandes. Donc avec les bâches, on faisait des pots en fleurs. Ça c'était quelque chose que j'ai fait avec Hélène de Ephéméra. On a démarré les pots en fleurs avec Lise aussi, qui est une paysagiste, et Brandgy qui donnait de la terre et des graines pour dire tous les copains du quartier. Après ces pots, les gens ont eu envie de faire des petites sacoches, et puis maintenant ils m'ont dit des grands cabas aussi, des sacs en bandoulière, et là on part sur des sacoches à vélo, puisque tout le monde circule à vélo dans ces milieux un peu alternatifs, et du coup on a dit ça sera étanche, on va fabriquer des sacoches avec. Donc ça sera le 20 octobre. Première soirée design là-dessus, design participatif. Et ça se passera au Locomotive, où je suis hébergée et qui m'accompagne aussi dans le projet en lien avec Ronald Pierre, qui est un incubateur des entrepreneurs de l'économie solidaire et sociale. Voilà, je crois que vous savez presque tout sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et puis quelle cohérence sociale autour de ces projets, c'est très bien. Et c'est beaucoup de travail. C'est autant de travail de lier tous ces talents que d'être à l'action soi-même. C'est ensemble. C'est ensemble, complètement. Merci beaucoup à vous.
il est possible de ne plus avoir de déchets en informatique ou d'aller vers le zéro déchet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand problème mondialisable, hein, c'est qu'on a des tas de déchets informatiques et électroniques qui se retrouvent dans les pays du tiers-monde, et ces déchets-là pourraient être en partie, et peut-être en grande partie, évités. Disons qu'il y a, par rapport au recyclage, le mot recyclage, aujourd'hui c'est un mot qui a été détourné. Par exemple, vous avez des fabricants de voitures qui vont vous dire nous fabriquons des voitures qui sont faites en matériaux recyclables à 80-90%. Sauf que leurs voitures en fin de vie, on les voit s'entasser dans les ferrailles. Donc du coup, elles ne sont pas du tout recyclées. Le hacking vous permet de prendre en main vous-même le recyclage de vos objets. Donc vous êtes sûr que ça va être recyclé puisque vous le faites. Quand vous prenez une résistance d'une cafetière pour en faire autre chose, pour en faire par exemple quelque chose qui va chauffer l'eau de vos poissons rouges, vous recyclez votre cafetière. C'est du hacking? C'est du hacking puisque vous détournez votre cafetière en résistance pour le poisson rouge. C'est du hacking, donc c'est un détournement technologique et c'est du recyclage. Donc c'est quelque chose qui de moins qui va atterrir dans une décharge, puisque vous en avez fait autre chose. Donc le hacking, comme les logiciels libres d'une certaine façon, et avec l'aide de fabriques d'objets libres qui peut permettre de faire des pièces d'interface ou de réparation, parce qu'à la base, les objets libres, c'est pour réparer l'existant à la base, l'idée de base. On peut éviter de faire du déchet, soi-même, sans que ça soit très théorique, ni c'est concret. L'idée de base de l'objet libre, c'était de pouvoir dire, ben voilà, mon appareil est cassé à cause de dispositifs d'obsolescence programmée notamment, je vais pouvoir fabriquer la pièce qui va me permettre de réparer mon magnétoscope. Et donc du coup, ben, les imprimantes 3D permettaient de refaire une petite pièce complexe pour vous voyez, les imprimantes. Mais vous parlerez avec eux, ça c'est... D'accord. Et vous avez autre chose à dire sur le LOL et sur la lutte contre l'obsolescence programmée des ordinateurs le LOL, c'est pas simplement les ordinateurs, c'est qu'il y a aussi une dimension artistique dans le hacking. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire quelque chose d'artistique, pourquoi pas, avec un moteur de machine à laver, vous allez pouvoir en faire quelque chose qui tourne, de beau, de lumineux. C'est une sculpture animée. Le hacking, c'est vous avez quelque chose qui ne sert à rien, vous avez une idée, n'importe quoi, sans limite. La limite, elle est là. Si là, vous avez fait sauter vos limites, vous venez et il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est ça le hacking. Et donc forcément, on peut aussi récupérer du vieux, parce que ça permet de faire des choses qui ne sont pas forcément prévues à l'origine. Réparer, valoriser les déchets, ne pas gaspiller. C'est une question d'éducation tout ça, c'est une question de considération des choses, de la valeur des choses, de la valeur du vivant. C'est une question d'éducation. Salut Louis, donc c'est toi qui as aidé à monter tout ce stand sur l'éducation. Exactement. Tu as une vision générale sur... Générale et à la fois très précise, parce que du coup on a différentes sortes d'éducation en fait ici. On a tout ce qui est éducation populaire et éducation à la citoyenneté. Donc ça c'est des outils pour un peu prendre la main sur notre éducation et apprendre ensemble entre citoyens l'éducation populaire, l'éducation par le peuple. Donc il y a l'éducation nationale, on apprend par des cours et tout ça, il en faut, mais aussi apprendre entre nous avec des outils, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a plusieurs associations qui font ça. Après il y a aussi tout ce qui est éducation, tout ce qui est parentalité et pédagogie. Donc ça c'est plus pour les enfants. Et donc du coup on essaie de montrer qu'il y a différentes pédagogies qui émergent et qui existent déjà depuis longtemps, et on essaie de les mettre en avant pour montrer qu'il y a autre chose que l'éducation nationale et autre chose que d'être devant un professeur pendant 8 heures toute la journée. Ce qui est bien, hein, mais il y a d'autres choses et il faut le savoir. Et après il y a aussi tout ce qui est, vu qu'on est dans l'Alternativa et que c'est un peu quelles sont les alternatives face aux défis du changement climatique, il y a tout ce qui est éducation à l'environnement, donc qui est super important. Et donc du coup il y a différentes formes d'éducation à l'environnement, c'est faire des ateliers de nature avec les enfants, c'est aller dans la rue pour en parler avec d'autres outils. Donc voilà, il y a plusieurs associations qui font ça et qui sont vraiment là pour faire de l'éducation à l'environnement, pour montrer que face au climat il y a plein de choses qui sont possibles, et déjà éduquer sur le climat, voir ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi on en est là, et avancer, et après montrer qu'il y a des alternatives et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment les trois pôles de notre petite maison de l'éducation à Alternativa, c'est éducation à la citoyenneté solidarité, éducation à la citoyenneté, et à la solidarité d'ailleurs, et éducation populaire, l'éducation à l'environnement et tout ce qui est parentalité et pédagogie, parce que les enfants c'est super important. Comme on dit, quels enfants laisserons-nous à notre planète, donc faut un peu voir comment on veut les éduquer, voir ce qu'ils font plus tard et quelles actions ils pourront mettre en place pour le climat, quoi. Donc voilà. Les Cités d'Or, c'est tout un programme, c'est une utopie, c'est un autre lieu, ça n'existe pas, c'est où?
C'est partout. C'est en tout cas sur Paris, la région parisienne et la région lyonnaise. Donc sur la région lyonnaise, on a actuellement 4 écoles buissonnières. Donc des écoles buissonnières, c'est un accompagnement que l'on propose pour développer le pouvoir d'agir en tant que citoyen, pour pouvoir s'interroger sur le sens que l'on met à sa vie, comment on devient acteur de la société, comment on devient acteur de sa vie. Et pour ça, on a travaillé sur la pédagogie, une pédagogie et sur 5 compétences humaines et civiques fondamentales. Ah bon ? Ouais. Donc ces 5 compétences, c'est convaincre sans manipuler, donc l'art de la rhétorique dans le débat, comprendre le fonctionnement du monde contemporain, prendre confiance en soi et conscience de soi au travers de la pratique théâtrale, entretenir et enrichir son environnement humain, trouver l'info, échapper à l'intox. Voilà, c'est 4 compétences que l'on va explorer pendant quelques heures dans la semaine où on se retrouve ensemble. Donc c'est des groupes de 10 personnes. Et là, actuellement, on a donc une école sur Villeurbanne, une école buissonnière sur Villeurbanne, sur la Duchère, sur la Guillotière et Glazé-Villefranche-sur-Saône, pour ce qui est de la région lyonnaise. Donc on a 3 phases, une phase d'invitation, de construction et de réalisation. Et la phase de réalisation, c'est se saisir d'un sujet local, national ou international, le décortiquer, l'explorer et pour pouvoir après transformer en force de proposition. Donc soit en faisant des débats, soit en proposant des choses au niveau local, international. Et puis des auditions publiques. Donc une personne qui inspire le groupe, ils vont travailler sur sa biographie et après l'interviewer devant un public. Donc là, cette année, on l'a fait par exemple avec Robin Renucci et Jean-Marc Mormec, Daniel Cohn-Bendit, on l'a eu fait auparavant avec Christiane Taubira, Michel Oslo, Lilian Thuram, des personnalités toutes différentes. Donc l'école buissonnière, c'est un champ de devenir. C'est une étape qu'on pose dans sa vie, ouais, où on veut devenir acteur de sa vie, acteur de la société, avoir un sens à tout ça, ouais. Ouais, c'est cette idée. On sort de l'éducation, alors c'est grosso modo c'est énergie inside, c'est l'énergie à l'intérieur, tu vois. Apprendre à être, c'est l'énergie humaine, c'est l'énergie au diapason avec la vie, l'énergie solidaire, l'énergie sociale, l'énergie créative, l'énergie même technique. Ouais, bref, il y a aussi l'énergie concrète, donc là on arrive aussi à l'énergie matérielle, comment se chauffer, comment s'éclairer, comment vivre, comment animer nos machines, comment produire nos efforts de travail, l'énergie quoi. Donc l'énergie du dedans, l'énergie du dehors. Mon français, c'est pas trop bon. Et en fait, quelle est votre association? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, c'est l'entreprise Tilleul qui organise des stages un peu partout en France. Et donc, c'est des stages pour apprendre à construire sa propre éolienne. Donc, c'est des éoliennes pour alimenter une maison. Ça va de petites éoliennes de 1,20 m de diamètre jusqu'à 4,20 m. Et voilà, donc on est sur des plans de Hugues Pigot, c'est un Écossais qui l'a conçu. C'est un des modèles qui marche le mieux dans le monde, dans l'autoconstruction d'éoliennes. Et voilà, donc on suit un peu les plans. Donc pendant une semaine, on apprend à faire toute la partie métal, le mât, la structure. Après, on fait les pales dans du bois et on fait toute la partie génératrice. On fait absolument toute l'éolienne du début à la fin. Et donc, vous avez créé un modèle d'éolienne. C'est pas nous qui créons, c'est un Écossais. C'est l'Écossais Hugues Pigot qui a créé l'éolienne, les plans sont en libre accès. D'accord, ouais, donc, on est en savoir libre. Quoi. Voilà, c'est ça. Comme il y a le logiciel libre. Oui. Il voyageait pour tout le monde, Asie, Afrique, et ici en France aussi, à enseigner les autres personnes à faire. Et les Américains ici, il aimait beaucoup avec des amis. Et il commençait à faire ici en France aussi.
Donc c'est un modèle qui évolue aussi en fonction de si on les fabrique en Afrique, enfin, voilà, chacun s'adapte, prend les plans comme base et après. Les pièces disponibles. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et il essaie aussi de faire une chose très simple avec des choses que tu peux trouver en tout le monde. Les bois, les métaux. On fabrique nous-mêmes les pales par exemple et les hélices. Voilà, c'est ça. On peut voir là sur une éolienne qui est exposée, où les pales, on apprend à partir d'un bastin de bois à construire un profil de pale d'éolienne. Donc elle a été conçue pour être le plus facilement réalisable à la main et de tourner le plus vite possible. Ouais, et puis en plus, je crois que les matériaux sont choisis vraiment avec beaucoup de regard pour que ces matériaux durent. Tout le matériel, toutes les pièces. C'est plus durable. Et puis chaque personne peut choisir en fonction de... là, nous, par exemple, on a un certain bois, mais en fonction de la région, par exemple, on devait faire un stage en Guadeloupe. On a essayé de chercher le bois local qui correspond le mieux aux caractéristiques qu'on recherche. Ça aussi, c'est durable, oui, c'est vrai. C'est quoi là? Et là, je vois des puissances différentes. Oui. C'est la taille de l'éolienne. Oui. Dépend qu'est-ce que si tu as un petit cabane, tu as une petite maison. C'est la télé anarchiste. Bonjour, ça va? Quand on a fait le parcours de petits poussets qu'il y avait sur le programme, on a commencé par l'intelligence et la politique. On finit par le coin où on parle de transport, où il y a beaucoup de vélos. Et donc voilà, vous avez fait un super boulot, Alternativa, toi Guillaume. Ouais, c'est pas moi. Dis-moi, tout Alternativa. Ouais, c'est clair. On recommence, vous avez fait un super boulot, Alternativa. C'est un an de préparation. Ouais. T'as quel sentiment? Bah là, tu sais, comme quand tu tombes, quand tu es en train de tomber, et qu'en fait il y a plein de gens qui te rattrapent. En fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir lâché prise, de m'être dit on a tout donné pour cet événement, et en fait il y a tellement de gens qui participent que je me sens porté en fait. Moi, et je parle avec les autres du collectif, parce que moi en fait je suis qu'un petit rouage dans ce truc-là, et on a tous ce sentiment-là, ce sentiment d'être porté par la solidarité en fait. Le collectif Alternativa, c'est un mouvement citoyen qui est sur la question de la justice climatique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le changement climatique, qu'on inverse le processus de changement climatique, qu'on arrête de détruire notre planète, qu'on pense aussi à la question de la justice sociale, parce qu'en fait, la question du changement climatique et la question de la justice sociale sont très liées. Le climat qui se dérègle, il impacte d'abord et avant tout les plus pauvres, les dominés du monde entier. Ça accentue les processus de domination à leur encontre. Parce que quand tu es dans une communauté de pêche au Sénégal, et que tu n'arrives déjà pas à finir tes fins de mois, c'est extrêmement compliqué tous les jours de manger. Et avec le changement climatique, tu as de moins en moins de poissons. En plus, il y a de plus en plus de tempêtes. Quand tu rentres chez toi, il n'y a déjà pas de poissons. Quand tu rentres chez toi, la maison elle est peut-être partie parce que tu habites en littoral et que la mer elle monte. Moi je l'ai vu de mes yeux et on est nombreux à avoir vu ça. Et nous, on a décidé de se lever. C'est pas possible que ça continue comme ça. Et même dans nos territoires, on est à côté du Rhône là, on est juste à côté du Rhône. Le fleuve Rhône, c'est un fleuve glaciaire. C'est-à-dire que ce fleuve, il dépend des glaciers en été pour être suffisamment gros, pour donner suffisamment d'eau sur tous les territoires de la vallée du Rhône. Et les glaciers sont en train de fondre. En 2050, qu'est-ce qui va se passer quand les glaciers auront complètement fondu ou extrêmement fondu, les glaciers des Alpes? Il va se passer qu'on n'aura plus suffisamment d'eau, on aura moins 30% du débit d'étiage du Rhône. Moins 30% du débit d'étiage du Rhône, si on réfléchit à quoi ça sert le Rhône pour nous tous. C'est un fleuve de vie en fait le Rhône. Ça sert comme beaucoup d'autres choses de l'écosystème. Ça sert à quoi? Ça sert à alimenter en eau les petites bourgades que sont Lyon, Marseille, Genève, Valence, Montélimar. Ça sert aussi à alimenter en eau l'agriculture intensive de la vallée du Rhône. Ça sert aussi à alimenter en eau les centrales nucléaires de la région la plus nucléaire d'Europe. Il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Est-ce que c'est possible de dérégler le climat? Est-ce que c'est possible de continuer sur des activités qui sont en train de détruire la branche sur laquelle on est assis?
La réponse c'est non. Il faut qu'on change tous ensemble. Et en fait, Alternativa, on est un mouvement d'éducation populaire fait par des citoyens, pour des citoyens, autour de ces défis. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas sur le constat de ça va être de pire en pire. En fait, des solutions, elles sont en action tout autour de nous. Et les solutions, comme l'action, elles nous émancipent. C'est ça qu'on cherche, l'émancipation collective. Autour de vous, vous voyez des gens qui ne sont pas forcément militants. C'est des gens par contre qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe, qui voient qu'il y a de l'énergie, une énergie positive, conviviale. Il y a un concert de rock qui est en train de cracher en ce moment. Il y a aussi une buvette avec des produits du terroir. Les gens ils se posent, ils mangent ensemble, ils discutent et ils découvrent que le partage c'est encore possible. Ils le savaient mais là ils le sentent que c'est encore possible. Et puis ils se disent ah mais il y a plein de solutions mais je peux les investir ces solutions. Elles sont pour moi aussi. Et en plus ces solutions elles font système. C'est-à-dire qu'elles sont liées les unes aux autres. Ça c'est essentiel. Parce que du coup, on essaye de construire ensemble une société, un système de solutions, une société du bien vivre, une société plus conviviale, plus juste et plus durable, plus soutenable. Et c'est ça le sentiment qu'on a tous en ce moment. C'est de se dire, en fait, il y a quelque chose qui est global qui est en train de se créer là. Et nous, en fait, on ne le crée pas vraiment, j'utilise des mots qui sont impropres, on ne le crée pas vraiment, on souffle sur les braises. C'est ça qu'on fait tous ensemble, on ne fait que souffler sur des braises. Alternativa par exemple, c'est du vélo jusqu'à Paris récemment, en tandem. C'était quoi cette aventure? Le symbole d'Alternativa, c'est un tandem, en l'occurrence à 4 places, parce que c'est toujours mieux quand on le fait ensemble. Et ce symbole du tandem, on est allé jusqu'à monter des villages d'alternatives, comme on fait maintenant, et ensuite les raccorder les uns les autres. Et on a fait un tour en tandem de Bayonne jusqu'à Paris, jusqu'à la COP, parce qu'on est organisé en direction de la COP, la conférence des parties sur le changement climatique. C'est la 21e COP. Alternativa s'est montée dans l'esprit des Basques qui l'ont montée après la 15e. Vous vous souvenez celle de Copenhague? On nous disait que c'était la COP de la dernière chance. La conférence des parties de la dernière chance, c'était la 15e. On en est à la 21e. Il n'y a pas un truc qui cloche? Et donc nous, on a décidé de se mettre en action en disant les solutions, elles sont là, elles sont dans nos mains en fait. Non seulement elles sont dans nos mains, mais elles sont aussi dans nos yeux et dans nos bouches, parce qu'on peut faire un rapport de force positif vis-à-vis de la caste de ceux qui ne veulent rien changer. Il faut que ça leur coûte de plus en plus cher, politiquement, et que le coût soit intolérable pour eux. Quand le coût sera intolérable, ils changeront, ils s'en seront obligés. On ne va pas le faire avec violence, on va le faire avec détermination, et tous ensemble. On va se connecter avec les mouvements du Sud, on va se connecter avec les mouvements latinos, on va se connecter avec les mouvements nord-américains et les mouvements asiatiques. Et on va bouger tous ensemble, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Il y a déjà des gens qui ont fait des trucs géniaux, les Amis de la Terre depuis longtemps, Transition citoyenne depuis longtemps, les mouvements, il y a différents mouvements un peu partout, les mouvements tiers-mondistes, avant tiers-mondistes, maintenant ce qu'on appelle la gauche indigéniste qui s'est levée. Les gens qui sont au Brésil, les communautés qui sont au Brésil, les communautés des sans-terre par exemple, qui se sont levées, qui ont dit jamais sans nous. C'est pas possible que ça continue comme ça, on ne peut pas continuer de nous dominer comme ça. La terre elle est à tous, elle doit être partagée et on ne doit pas la détruire. Voilà, c'était Alternativa Lyon 2015. C'est aussi l'année du sommet mondial pour le climat à Paris. Pour les participants d'Alternativa, c'est un sentier d'espoir arpenté à plein temps. Société du bien vivre, conviviale et durable, un appel à la connaissance et au changement. Maintenant, il s'agit d'apprendre et d'appliquer. À bon entendeur, salut!